dans la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Il y a de cela 312 jours, jour pour jour, depuis que la République démocratique du Congo est agressée par un de ses pays voisins. Nous exprimons ainsi notre soutien à nos populations de la partie est du pays, victimes directes de cette guerre imposée injustement à notre cher et beau pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition unique du journal dont voici l'ossature. Journal du dimanche, journal magazine qui, comme à l'accoutumée, nous réserve ce soir deux dossiers dont le premier nous parlera des conséquences du changement climatique. Le Nigeria vient de remporter la couronne de la 29e CAN Afrique du Sud 2013. Les Super Eagles ont battu en finale les étalons de Burkina Faso par 1-0. C'est le troisième sacre des Nigeria après les succès de 1980 et 1994. La 30e édition se déroulera en 2015 au Maroc. Autre chose à présent, à Maputo, au Mozambique, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, vient de prendre part à un sommet extraordinaire de la SADC. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC était au menu de la rencontre. Ernest Moulumba, Jacques Moukaleng-Vakal, André Ngouech-Katot, Ndenda. Décidé à cimenter la paix dans l'est du Congo, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est rendu cette fois-ci à Maputo, capitale du Mozambique, vendredi 8 février 2013. Il était 11h35 en heure locale à son arrivée. C'est le ministre mozambicain des Finances, Emmanuel Chang, qui l'a accueilli au pied de l'avion en présence de l'ambassadeur de la RDC, Antoine Kola, et du personnel diplomatique présent sur le tarmac. Et cette présence du président de la République à Maputo rentre dans le cadre de sa participation au sommet extraordinaire de la SADC sur la RDC. Avant de prendre part à ces assises, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a eu un tête-à-tête avec son homologue mozambicain, Armando Emilio Guebuza, président en exercice de la SADC et hôte du sommet. Mais rien n'a filtré de cette rencontre qui fait suite aux précédents entretiens avec le président Jacob Zuma d'Afrique du Sud à Addis Abeba, Jakar Mrisho Kikwete de Tanzanie à Dar es Salaam, avant la signature de l'accord cadre pour la sécurisation des frontières entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda, sous l'égide du secrétaire général de l'ONU. Immédiatement après, ce sommet extraordinaire de la SADC, consacré essentiellement à la situation sécuritaire à l'est du Congo, s'est ouvert dans l'après-midi sous la direction du président en exercice de la SADC, Armando Emilio Guebuza, président du Mozambique, aux côtés du président en exercice de l'organe de défense et de sécurité de la SADC, Jakar Mrisho Kikwete, président de la Tanzanie, du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, des chefs des délégations des pays membres, dont les premiers ministres, les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense et les experts. Ce sommet s'est fixé l'objectif d'organiser des consultations avec tous les États membres en vue de la signature prochaine de l'accord global pour le retour de la paix durable à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Après 4 heures d'échange, le sommet s'est clôturé sur une note positive, à savoir l'harmonisation de points de vue de tous les pays de la SADC, position qui ouvre la voie à la conclusion rapide de cet accord cadre sous l'égide du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, ainsi qu'au changement du mandat de la MONUSCO pour le déploiement de la brigade d'intervention. Il faut rappeler que ce sommet a réaffirmé sa décision d'accélérer le déploiement des troupes de la SADC qui vont constituer l'essentiel de cette brigade. Elle aura un mandat d'imposition de la paix par l'organisation des opérations d'éradication de toutes les forces négatives à l'est de la RDC, la surveillance de la frontière entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, y compris la restauration de l'autorité de l'État. C'est sur cette note positive de la SADC pour préserver la paix, renforcer la sécurité et raffermir la stabilité dans l'est de la RDC que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a quitté la ville de Maputo après que les travaux ont été clôturés par le président en exercice de la SADC, Armando Emilio Guebuza. Et tard dans la nuit, le chef de l'État a regagné Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, par l'aéroport international de Ndjili.
Le président de l'Assemblée nationale salue les consultations entamées avec les formations politiques en perspective de la tenue du dialogue national. Aubin Minakou l'a déclaré ce soir à la presse alors qu'il revenait de Paris, en France, où il a pris part aux travaux du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Poncien Tsongo, Mamba Kabal et Kazo Kazadi. C'est par le régulier Air France que le président de l'Assemblée nationale aurait gagné Kinshasa ce dimanche 10 février 2013. Un comité restreint composé des membres du bureau, de son cabinet et de l'administration s'est mobilisé pour l'accueillir. L'honorable Aubin Minakou a dû répondre à l'aéroport international d'Indjili aux questions soulevées par la presse nationale. Parlant de son voyage en France, le président de l'Assemblée nationale a précisé que ce périple lui a permis de participer à la réunion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie dont la RDC occupe la vice-présidence. L'honorable Aubin Minakou a porté à la connaissance de la presse les différents contacts entrepris dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Cela pour faire entendre la vraie version des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. À la question de savoir la portée des consultations entamées en vue du prochain dialogue national, le président de la Chambre basse du Parlement a salué cette initiative qui relève des prérogatives constitutionnelles. L'initiative des concertations nationales, de ce débat de cohésion nationale, c'est le président de la République. Dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, c'est une démarche institutionnelle. Je répète, c'est une démarche institutionnelle dans le cadre des prérogatives constitutionnelles du président de la République. Il en est l'initiateur, mais comme nous ne sommes plus dans une dictature, nous allons débattre en toute sérénité, en toute franchise, les différentes composantes de la nation afin qu'on propose aux institutions, d'abord au président de la République, le schéma qui convient pour être debout et fort. Étant donné que c'est une démarche institutionnelle, étant donné qu'il y a une nécessité impérieuse de dialoguer, toutes les composantes de la République peuvent réfléchir à ces sujets, consulter les leurs. C'est dans ce cadre-là que j'inscris la démarche du secrétariat général du PPRD, qui a consulté d'autres partis politiques, de l'opposition comme de la majorité. J'invite d'ailleurs les autres partis politiques à prendre aussi des initiatives comme ça, à être aussi écoutés par d'autres. Pour l'honorable Aubin Minakou, il n'y a pas de crise constitutionnelle, cependant, il y a nécessité impérieuse de dialoguer pour la consolidation de la paix par l'implication de toutes les sensibilités politiques, l'essentiel étant de mettre fin à la guerre, a-t-il indiqué. À Kinshasa, par ailleurs, le gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, a présidé ce week-end la réunion de sécurité élargie aux cambistes et aux sociétés de gardiennage. C'était sur la résurgence de l'insécurité dans la capitale. Lisette Mujinga Mutombo et Thomas Vassilo. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a présidé la réunion du comité provincial de sécurité à l'hôtel de ville de Kinshasa. Cette réunion a été élargie aux cambistes et aux sociétés de gardiennage. Un seul point était à l'ordre du jour, la résurrection de l'insécurité dans la capitale. Insécurité caractérisée par les braquages et les vols à main armée. André Kimbuta Yango a demandé aux sociétés de gardiennage de travailler en collaboration avec les éléments de la police. La même demande a été formulée à l'endroit des cambistes qui sont priés de se faire identifier et déterminer les différents sites où ils coopèrent. Question de faciliter la tâche aux interventions de la police. L'autorité urbaine a pensé, l'autorité urbaine, c'est-à-dire le gouverneur, entouré des membres du comité provincial de sécurité, ont pensé échanger avec les services de gardiennage pour savoir qui fait quoi pour mettre fin à cette situation. C'est ainsi que les échanges ont eu lieu. Le gouverneur a donc demandé aux services de gardiennage un certain nombre d'actions à faire. Et le gouverneur a pris aussi l'engagement de sa part pour pouvoir participer aux efforts des services de gardiennage. Nous avons été invités par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, où il nous a demandé, comme d'habitude, parce que nous contribuons toujours à aider la police, à aider la population, à ces phénomènes que nous assistons, des phénomènes de braquage. C'est comme ça que, comme c'était une première séance, on a essayé de faire des échanges pour voir comment est-ce que nous pouvons apporter notre contribution auprès de l'hôtel de la ville.
La première dame Marie-Olive Lembe Kabila vient de faciliter le retour au bercail de quelques personnes de troisième âge. C'est après que ces derniers aient introduit leur requête lors de son passage à travers le home de vieillard de Kinshasa. Marx César Locaté pour le commentaire. C'est l'intendant de l'Initiative Plus, Jules Pouroussi, qui a été chargé de conduire vendredi Monique Amissi, une personne de troisième âge, et sa fille, une sexagénaire, pour Kolwezi, via Lubumbashi. Et Jérôme Rachidi, dimanche aux environs de 5 h du matin, pour Kisangani. Tous à l'aéroport international de Njili. Monique Amissi et sa fille, venues à Kinshasa pour des problèmes de famille, ont été provisoirement hébergées au home de Cabinda par manque de toit et de moyens financiers, et ont eu l'occasion de faire part de leur situation à la première dame de la République lors de son passage à cet hospice, émettant le vœu de regagner leur ville avec l'aide de Marie-Olive Lembe Kabila. L'épouse du chef de l'État, toujours plus proche des démunis, avait pris cette requête à cœur au point de la réaliser et de prendre en charge tous les frais de voyage et d'arrivée au Katanga. Une action qui ne restera que gravée dans les cœurs de ses bénéficiaires. Minampa mtoto wangu Olive Messi ananilopole kubumbu ya kuveyala. Mama Olive Messi nasiba kambo yako. Napesi mama merci ndenge apesi ngatike ya kusonga na mboka na ngai na Kolwezi. Napeteli merci mingi ndenge asayisinga na ndambo ya mbongo ya lisungi muke nakoki okende osayisa yango na mboka na ngai kuna ezokende na Kolwezi. Merci mingi. Nzambe apambula yema. Ça fait déjà depuis très longtemps. Na ninga nazonga. Mais moi ete bakuna bana bazo kosa ngai basali ba démarche yo basali boyina bo. J'étais découragé. Mama iko nzambe ni mutatinda kiyaya na homme de vieillard kutala bakoko kutikila bango kado ndio wana na profita kapembeza kuluba bango bapesaki mtu solo na mamate mtu moka solo na mamate mais avec quoi qu'il en soit je parlerai à maman et j'ai profité de l'occasion. Vous suivrez également cet élément en intégralité juste après le journal. Un ouf de soulagement pour les populations de Kinshasa et de provinces du pays avec ces lancements des travaux de construction de la deuxième ligne électrique Inga-Kinshasa et de la construction de la centrale Zongo 2 au Bas-Congo au Dilan-Kayuma. Le déficit énergétique constaté à Kinshasa à la base des poches noires et des coupures intempestives du courant électrique reste au cœur des préoccupations des autorités du pays. Pour mettre fin à cette situation, la SNEL a entrepris des travaux afin d'augmenter la production et d'assurer la desserte de façon permanente auprès des consommateurs. Nous avons des travaux actuellement qui sont en cours qui visent l'augmentation de la capacité de nos lignes de transport. Pour ne parler que de la ville de Kinshasa, vous savez que la seule ligne existante ne peut déverser sur Kinshasa que 400 MW, alors que le besoin de la ville de Kinshasa se monte à 800 MW. Mais avec la nouvelle ligne dont les travaux sont en cours actuellement, nous allons donc éliminer cette contrainte qui empêche de pouvoir couvrir la totalité de la demande de la ville de Kinshasa et nous allons améliorer davantage la couverture de la demande de la clientèle à Kinshasa. La construction de la centrale hydroélectrique Zongo 2 au Bas-Congo avec une puissance de 150 MW sera d'un grand apport pour satisfaire la demande des Kinois en matière d'électricité. Il y a des projets qui sont en train de s'exécuter sur le terrain. Ceux qui n'y croient pas hier, lorsqu'on parlait des Zongo 2, les gens pensaient que c'est juste un slogan, mais ils peuvent venir chez nous, on va leur donner l'autorisation d'accéder au site des Zongo 2 et ils verront des gros ouvrages qui sont en train d'être aménagés sur le site. Et lorsque cette centrale sera terminée, on va injecter dans la ville de Kinshasa 150 MW. 150 MW, c'est pour vous donner une idée, aujourd'hui on a donc 400 MW, et imaginez donc qu'on injecte 150 MW, non seulement qu'on aura une sécurité, c'est-à-dire que si nous n'avons pas Inga, eh bien on aura une autre centrale à côté de Kinshasa qui pourra couvrir 150 MW dans la ville. L'intérieur du pays figure aussi sur l'agenda du gouvernement pour intensifier l'électrification. Dans la ville de Kisangani, nous allons bientôt inaugurer une nouvelle machine à la centrale de Chopo, c'est vérifiable.
Et il y a d'autres projets qui concernent les Kivu, d'autres projets qui concernent d'autres provinces, comme le Kasaï avec le Grand Katende, comme le Bandundu avec la centrale de Kakobola. Ce sont des projets qui sont menés par le gouvernement de la République. Eh bien, la résultante sera l'amélioration de la desserte. Et je vous annonce également que le gouvernement de la République a mis en place un autre projet de développement des milieux ruraux. Et il y aura 50 villages cette année qui vont être non seulement électrifiés, mais qui auront de l'eau et des petites activités industrielles. Et ça figure au programme de la République. Le ministre de l'Industrie et PME vient d'effectuer un bref séjour dans le Bas-Congo sur place. Rémi Musungai a inauguré une unité industrielle dénommée Centre d'information et de vulgarisation agroalimentaire. Jean-Marie Kadieta Milamina et lui Dor Balekelai. Dans la transformation des divers produits à base du manioc, le Centre d'information et de vulgarisation agroalimentaire de Kimpese, CIVAC, a été inauguré le 7 février 2013 par le ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Rémi Musungai Bampale a été accueilli à son arrivée par le vice-gouverneur du Bas-Congo, le père Charles, l'ambassadeur du Japon et la délégation de l'ONUDI. Projet financé par le Japon avec l'appui technique de l'ONUDI, placé sous la supervision du gouvernement congolais et dont l'enjeu a été expliqué par Shakib Genam, chef de l'unité agro-industrielle de cette organisation. Pour le vice-gouverneur du Bas-Congo, l'histoire n'oubliera jamais cette journée. Le père Charles n'a pas manqué de remercier le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. L'ambassadeur du Japon, M. Yoshimasa Tominaga, a officiellement remis la clé du centre de formation numéro 1 de l'industrie et PME avant de parler de la disponibilité de son pays à soutenir la République démocratique du Congo. Le moment le plus attendu fut la coupure du ruban symbolique par le ministre de l'Industrie des petites et moyennes entreprises, suivi de la visite d'inspection qui est partie du bas des ruissages au séchoir et moulin en passant par les malaxeurs et la râpeuse du manioc. Par la même occasion, Rémi Musungai a posé la première pierre pour la construction d'une autre usine de transformation des fruits. Celle-ci sera inaugurée dans 6 mois. Il a également visité le doctorat capable de recevoir au total 40 candidats à la formation dans ces centres. Voilà, c'est un reportage rendu par Toto Sungu. Au ministère de l'Agriculture, par contre, Jean Chrysostome Varamouti a commencé ce mois de février par la signature des contrats avec les partenaires qui ont gagné les marchés des appels d'offres du BSECO pour la campagne agricole saison B. Kinanga Moussachif Hubert. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Varamouti Jean Chrysostome, sur base de leçons apprises lors de la campagne agricole saison A, a consacré les 8 mois passés à monter des stratégies pour atteindre des meilleurs résultats en phase B. Ainsi, la préparation est consacrée à la signature des contrats avec les partenaires impliqués dans la campagne agricole saison B, dont notamment la Chambre de commerce et d'industrie et la maison Essor Equipment, qui ont des engagements avec le gouvernement depuis ce samedi 9 janvier. Notre partenaire, le BSECO, a sélectionné l'entreprise Essor Équipement. L'année passée, avec les provinces, nous avions fait le choix de bassins de production. C'est-à-dire que ce matériel ne va pas à tout vent ou à tout sens. C'est un matériel qui va dans des bassins de production qui ont été choisis l'année passée par les provinces elles-mêmes. Les bénéficiaires sont des associations connues et qui sont impliqués dans la campagne agricole à court. Nous vous rassurons, en connaissant la maîtrise du terrain, donc nous vous rassurons que les matériels seront distribués dans les délais impartis. Je mettrai mon imagination et ma ténacité en application pour faire de sorte que ce projet aille très loin. En séjour de travail en RDC, le secrétaire général de l'Interpol était hôte du commissariat général de la police nationale congolaise. Il a été accueilli par le commissaire général adjoint de la PNC, le général Alonga Boni. C'était avant de se rendre à la DGM et au laboratoire scientifique. Christine Lenzo et Hussein Ndala.
C'est une brève visite que le secrétaire général de l'Interpol a effectuée ce vendredi dans les installations du commissariat général de la police. Il a été accueilli par le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise chargé des opérations et des renseignements. Celui-ci lui a souhaité un séjour agréable à son hôte. Il avait aussitôt félicité pour avoir réussi à organiser avec succès le 13e sommet de l'Interpol. C'était avant de lui signifier que la RDC totalise 50 ans de son adhésion à l'Interpol et va abriter le 14e sommet des chefs de police en octobre prochain à Kinshasa. Il l'a aussitôt invité à bien vouloir rehausser de sa présence la tenue de ses assises. Le secrétaire général de l'Interpol, qui a remercié le commissaire général adjoint de la police nationale pour le chaleureux accueil qu'il lui a réservé, lui a donné ses assurances sur sa participation au 14e sommet d'Interpol à Kinshasa. Cet entretien était suivi d'une visite dans le bâtiment C3C qui va abriter les bureaux central national de Kinshasa dans le cadre de l'unification de la police consacrée par la loi organique numéro 11/13 du 11 août 2011 qui régente la réforme de la police nationale. Les deux personnalités ont par la suite visité les laboratoires scientifiques et techniques de la police dont l'expertise sera mise à contribution dans la lutte contre la criminalité internationale. La DGM a constitué la dernière étape de cette visite, clôturant ainsi son séjour d'environ 8 heures à Kinshasa. C'est par les Beach Ngobila que le secrétaire général de l'Interpol a traversé le fleuve Congo pour Brazzaville en présence du vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et du gouverneur de la ville de Kinshasa. Et puis la population de Wamba, territoire situé à plus de 120 km d'Issoro, dans la province orientale, avait reçu dernièrement une note de marque. C'était Mme Geneviève Inagosi Kassongo, ministre de Je fais. Elle était porteur d'un message de paix à cette population. Lopez Kakuba. Le 2 février 2013, la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant s'est rendue à Wamba, territoire situé à 121 km d'Isiro dans la province orientale. Geneviève Inagosi Kassongo Bouloïbambi en a profité en effectuant une visite de proximité au village Mamina dans la zone de Rungu à 10 km du district d'Isiro. Elle s'est entretenue à cette occasion avec une famille sur la scolarisation des filles et l'autonomisation de la femme. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant a ainsi palpé les réalités du Congo profond malgré l'état de délabrement très avancé du réseau routier. La population réclame sa réhabilitation dans un bref délai. Tout au long de son parcours, la ministre du Genre s'est arrêtée plus d'une fois et saluée chaleureusement par les habitants de ces villages tels que Mopepe, Nebobongo, Ibambi, village qu'il a vu naître et grandir et qui porte également son nom. Elle reprend son bâton de pèlerin pour aller plus loin, afin d'inviter le jeune à s'enrôler dans l'armée. Pour se rendre à Wamba, la ministre du Genre, qu'accompagnait Edith et Maurice Labesse, responsables de l'ONG française Vivre en Famille, le membre de son cabinet devait traverser la rivière Nepoko, située à 80 km d'Isiro, rivière qui se jette à la Chopo et se déverse au fleuve Congo. Elle relie les deux rives, gauche et droite du territoire de Wamba. Un seul bac vieux de son état sert à la traversée. La population de ce coin du pays lance un appel vibrant pour la construction d'un pont. C'est une grande nécessité pour nous qu'on puisse avoir un pont sur cette rivière. D'abord, nous commençons par la remercier puisqu'elle nous a amené un moteur hors bord qui va plus ou moins améliorer les conditions de traversée. Ça, vraiment, c'est un grand remerciement que la population de Wamba, en général, donne Madame la ministre des Genres et Familles. Dans son itinérance administrative au marché central de Kisangani en province orientale, le ministre Jean-Paul Nemoyato a scellé une quinzaine de magasins des opérateurs économiques expatriés qui continuent à exercer le petit commerce à Pierre-Rombouillou Saïdi. Lors de son dernier passage dans la province orientale, le ministre de l'économie et commerce Jean-Paul Nemoyato Baguebole a effectué une visite d'inspection au marché central de Kisangani, situé dans la commune administrative de Makiso. Après avoir échangé de manière sommaire et fortuite avec certaines mamans vendeuses et autres commerçants sur leurs conditions de travail, gage de l'amélioration du climat des affaires auprès de ces GAN petits, le ministre Nemoyato s'est rendu au studio de la sous-station de la RTNT Kisangani, située au centre du marché. Par la voie des ondes, le patron de l'économie nationale a vulgarisé les mesures gouvernementales prises dans son secteur en vue de la création d'une classe moyenne
en République démocratique du Congo. Mais mon bon et mon petit commerce est allé pour la biso bakoua. Ni beko ya mboka ezali kopesa ndingisaka kala biso ba congolais pour tosala mongongo ya moke. S'en est suivi une descente dans certains magasins pour concilier la théorie à la pratique, ayant surpris quelques opérateurs économiques expatriés en flagrant délit de l'exercice du petit commerce, facture à l'appui. Le ministre Jean-Paul Nemoyato a lancé à tous un signal fort. Il a scellé une quinzaine de magasins et transféré leurs dossiers aux autorités juridiques compétentes de la province orientale. Par ailleurs, la société Marsavco vient de lancer un nouveau produit sur le marché. Il s'agit de la crème Mateja, qui est une crème hydratante enrichie aux extraits de la plante congolaise Mutuzo. Lisette Mujinga et Thomas Bassiloa. Après les savons, voici une nouvelle crème révolutionnaire, Mateja Crème. Crème hydratante enrichie aux extraits de la plante congolaise Mutuzo avec des propriétés antiseptiques. Ce nouveau produit vient d'être mis sur le marché par Marsavco, appelé affectueusement la compagnie économique du peuple congolais. Mateja Crème pénètre instantanément sans effet gras et laisse la peau douce et hydratée toute la journée. Raffermit et assouplit l'épiderme pour une peau éclatante de santé. Selon Ouzer Raouji, responsable de la compagnie du peuple congolais Marsavco, cette crème contient de l'eau, l'huile, les colorants, les conservateurs parfums et l'extrait de Mutuzo. C'est une crème qui a une couleur blanc cassé et sans hydroquinone. Notons que le lancement de ces produits sur le marché a été fait par identification de besoins fonctionnels et émotionnels pour éliminer les taches, nourrir la peau, bref, un produit qui va résoudre tous les problèmes de la peau. La plante est une fameuse plante qui peut être retrouvée à l'est de la RDC. C'est une plante assez connue pour son efficacité à traiter les maladies liées à la peau. Cette crème est destinée à toute personne, tout âge, toutes sortes de peaux. La crème Mateja ne contient aucun élément toxique nuisible à votre peau. Monsieur Stanislas Baougouba a été décerné d'un prix de l'ambassadeur pour la paix. Ce prix lui a été décerné par le secrétaire général du Conseil universel pour la paix des nations et des continents. C'était au palais de l'UNESCO à Paris-Sué. Conseil universel pour la paix des nations et continents, CULPAC en sigle, prône, prêche, depuis sa création il y a 3 décennies, la paix. De cette paix, CULPAC voit l'amour du prochain, respect de l'autre, concertation, dialogue et acceptation mutuelle des différences entre peuples pour sauvegarder l'unité dans la diversité politique, économique, sociale et culturelle. D'où nombreux programmes réalisés et qui réalisent le Conseil universel pour la paix des nations et continents a relevé le 25 janvier 2013 au palais de l'UNESCO à Paris, Monsieur le secrétaire général Daniel Santou Biko. Selon M. Roger J. Dambet, avec des crises multiformes à travers le monde. Chacun désire la paix sans aucun doute, mais a-t-on vraiment la volonté de la faire? Travaillons-nous réellement à établir la paix? Si c'était le cas, alors combien dans notre monde les hommes grandiraient, s'élèveraient ensemble, tendraient vers la perfection, atteindraient le surhomme suggéré par le philosophe Nietzsche. La paix n'est pas seulement l'absence de bruits infernaux, des boum 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 des canons ou missiles, ou encore des ratatatata des mitrailleuses ou kalachnikov qui tuent, mais tout ce qui complique, ennuie, fait peur ou souffrir son semblable, quel que soit son milieu où se trouve. Monsieur Stanislas Longo Mbingabe ne cesse de prêcher cette logique. Il lui a été ainsi décerné le titre de l'ambassadeur universel pour la paix.
recrudescence des actes de vandalisme dans la ville-province de Kinshasa, l'ouverture et la clôture de la 18e conférence annuelle IT Forum sur la gouvernance informatique des banques centrales de la SADC et autres sujets de la semaine. C'est dans ces rappels de faits signés Sylvie Moembo. Les activités les unes aussi complémentaires que les autres se sont déroulées dans la semaine du lundi 4 février au 9 février en cours. Le monde a célébré la journée internationale du cancer sous le thème « Les cancers, les saviez-vous » En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique a émis le vœu de voir se créer un centre national de lutte contre la maladie car, selon lui, on guérit les cancers quand il est dépisté à temps. Entre-temps, la 18e conférence annuelle IT Forum des banques centrales de la SADC a vécu. Les participants à ces assises ont planché sur le procédé des conceptions des technologies financières pour communiquer en temps réel et échanger des informations entre toutes les banques centrales de cette organisation sous-régionale. Concernant le domaine des infrastructures, le programme de réunification de la République démocratique du Congo par voie routière a atteint la province du Katanga. Les travaux de réhabilitation de certains axes d'intérêt vital ont démarré effectivement dans cette province. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre du Budget, s'en vante à guerre contre les actes de vandalisme. C'est pour y mettre un terme qu'il a eu une séance de travail avec les responsables impliqués dans la gestion de la sécurité de la ville-province de Kinshasa afin d'arrêter des stratégies susceptibles de lutter contre le banditisme et la sécurité récurrents dans la capitale. D'un événement à un autre, les participants à la réunion hebdomadaire des services mobilisateurs des ressources ont évalué des recettes du mois de janvier. Ils ont projeté les actions à entreprendre dès février et insisté sur la nécessité du plan triennal en vue de doubler les efforts en faveur de maximisation des recettes de l'année 2013. Concertation entre syndicats et employeurs de la RTNC, la situation salariale, sans oublier les conditions de travail des agents et cadres de cet établissement public ont fait l'objet des échanges. Face à face, porte-parole du gouvernement presse. Entre autres points évoqués, l'arrestation de 19 Congolais en Afrique du Sud accusés de préparer la déstabilisation des institutions de la République démocratique du Congo. La tenue programmée du dialogue national initié par le chef de l'État a fait également partie des temps forts de ce point de presse. C'est dans ce contexte que le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a démarré les consultations avec les différentes formations politiques. Elles sont de l'opposition, tout comme de la majorité. Depuis un certain temps, l'on constate que la chaleur est devenue accablante à Kinshasa. Ce changement climatique cause des malaises non seulement chez les nourrissons, mais aussi chez les personnes âgées. Notre consort Sandra Nyangui s'y est penchée. Dossier numéro 1. Le réchauffement climatique, est-ce un phénomène à échelle mondiale ou un fléau à effet latent, mais avec des conséquences néfastes? La République démocratique du Congo, qui se situe en charnière sur l'équateur, n'est peut-être épargnée par cette situation, malgré le grand rôle qu'elle joue des fournisseurs de première catégorie de O2. Particulièrement, les Congolais sont parmi les premières victimes de réchauffement climatique. Depuis la nuit de temps, notre pays, la RDC, n'a que 2 saisons, la saison pluvieuse et la saison sèche. Pendant la saison de pluie qui prend le mois d'août jusqu'au mois de janvier, ce sont des pluies et même des fortes pluies, ajoutées à cela des grosses chaleurs. Le soleil se lève entre 5 et 6 heures et se couche à 18 heures. Du côté de la saison sèche, à Kinshasa, le mois de février, on observe une petite saison sèche qui se termine au mois de mars. La saison sèche proprement dite, elle, se pointe au mois de mai. Le climat devient doux, occasion pour le paysan de faire des grands travaux agricoles. Mais actuellement, tout a été déréglé. Il fait chaud toute l'année, les pluies se raréfient et les eaux du fleuve diminuent. Les 2 saisons ne diffèrent que du mental de Congolais. Il suffit d'observer ces derniers temps la manifestation des effets négatifs du réchauffement climatique dans la ville-province de Kinshasa où l'atmosphère bat l'air avec une vague de chaleur indescriptible. L'abattage désordonné des arbres, les constructions anarchiques, la circulation des véhicules vétustes font défaut. La température solaire est observée d'une manière significative à la hausse et cela naturellement entre le mois de janvier et mars de chaque année, mais cette fois-ci on assiste à une accentuation de la chaleur
chaleur à Kinshasa pendant cette période. Face à ce spectre solaire, l'instinct de survie de l'homme le conduit vers la recherche spontanée des solutions bien que non appropriées pour éviter d'être victime de conséquences de l'industrialisation exagérée imposée par le monde moderne. Pour les Kinois, aujourd'hui, quelle que soit la nature des eaux, de boissons fraîches, de la crème glacée, ceux-ci constituent les palliatifs pour se rafraîchir tant soit peu contre les méfaits de la chaleur. En vue d'avoir certaines explications scientifiques, notre équipe a frappé à la porte de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat afin d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. La Metelsat, cet organe de l'État qui dispose des équipements de pointe capables de capter l'évolution de temps afin de les analyser scientifiquement et de les mettre à la disposition de la population, nous donne ces détails. Au mois de janvier, en principe, le soleil est beaucoup plus proche de la Terre. Les rayons solaires, nous les ressentons plus. Il y a une hausse des températures et notre pays, la RDC, n'est pas épargné. Il y a aussi ce changement d'environnement. Vous remarquerez, madame, que depuis un certain temps, en tout cas, il y a des habitations qui poussent par-ci, par-là. Ces bâtiments concentrent la chaleur et puis à un moment donné, dégagent la chaleur. En dépit des explications scientifiques fournies par ces experts de la météo, le souci de la population face à ces canicules qui a un impact sensible sur la santé végétale et humaine et tout autre à cause de l'engouement des malades infantiles dans les formations médicales, précisément dans le service de pédiatrie. Au moment où je vous parle, la salle d'hospitalisation est pleine, la salle des urgences est pleine à craquer, la salle de soins intensifs est pleine, donc c'est rare. Alors il y a des enfants qui ne supportent pas la fièvre et ils se mettent à convulser. Il y a d'autres qui arrivent avec des symptômes respiratoires. Nous avons reçu des cas de déshydratation sévère. La chaleur peut provoquer la déshydratation par la transpiration. Il faut encourager, boire et déshabiller les enfants, les habiller le moins chaudement possible. Oui, il faut boire beaucoup d'eau, mais combien de litres d'eau par jour? Est-ce 2 litres ou il en faut plus pour étancher sa soif? La question reste posée. Un autre aspect, c'est notre peau qui subit directement cette chaleur piquante. Quel genre de crème utiliser pour l'adoucir afin d'éviter les brûlures et pour les bébés et pour les adultes? Une autre catégorie de personnes plus vulnérables à la chaleur, ce sont les personnes de 3e âge exposées surtout à la déshydratation. Différemment de financement participatif qui crée de nouveaux milliardaires à travers le monde grâce à la magie de l'Internet, la République démocratique du Congo pouvait, elle, réaliser des recettes énormes dans le cadre de l'équilibre environnemental en calculant à chaque instant l'O2 générée par notre forêt, inhalée par chaque individu à travers le monde. L'homme est un animal qui croit changer le monde alors que le cycle de la nature répond équitablement à la destruction venant de l'industrialisation émise par l'homme. Mieux vaut la primitivité que l'industrialisation, dit-on. La zone économique de Maluku a un potentiel industriel très important, mais qui s'ignore. À l'instar des zones économiques initiées par le gouvernement congolais, cette zone peut mieux apporter au pays. Mais le grand problème, c'est la délocalisation de la population dont pensent certaines personnes. C'est le deuxième dossier signé, lui, d'Or Balekelaï. L'existence des infrastructures viables d'eau et d'électricité. Ici est de noter que cette zone économique devrait créer des milliers d'emplois et devrait être l'antidote à l'exode rural, mais aussi réduire la pollution de l'environnement et la toxicité de certains déchets. C'est fort de ces atouts que la Banque mondiale, qui a effectué plusieurs missions sur ce site, a accepté de le financer dans le but d'aider la République démocratique du Congo, comme d'autres pays du tiers-monde réputés riches, mais qui n'en profitent pas, à passer des avantages comparatifs aux avantages compétitifs par la production de richesses au profit de la population, par la transformation locale des matières premières. Écoutez, d'après les études qui ont été faites par les consultants, le coût global est d'à peu près 120 millions de dollars, dont à peu près 74 millions de dollars pour la première phase. Le projet est sur 244 hectares, la première phase étant sur 90 hectares. Et ces coûts, en fait, sont principalement liés aux infrastructures qu'il faudra mettre en place pour que la zone fonctionne de manière effective. Le plan d'aménagement et le schéma directeur ont été achevés et validés par les deux parties.
L'heure est actuellement à la mobilisation des investisseurs qui doivent acquérir des espaces pour y installer leurs industries. Déjà, plusieurs industriels nationaux et internationaux ont répondu favorablement aux appels d'offres lancés par le gouvernement et d'autres industriels y sont encore attendus. Toutefois, sur le site de la zone économique spéciale de Maluku, il se pose un problème de la délocalisation des populations autochtones qui habitent une partie de ce site. Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu entre les membres du gouvernement concernés, à savoir le ministre des Affaires foncières et de l'Industrie, avec les autorités coutumières et politico-administratives pour résoudre cet épineux problème. Il existe à l'intérieur du périmètre de la zone économique spéciale pilote de Maluku de concessions qui appartiennent à des privés, n'est-ce pas? Ceux-là, naturellement, ils devront pouvoir être, entre guillemets, déguerpis. Mais, puisqu'il s'agit d'une récupération de leur portion de terre pour des besoins d'intérêt public, il y aura des indemnisations qui seront faites. Le nœud du problème reste l'indemnisation de ces populations et leur relocalisation dans des conditions décentes. Les dispositions sont prises. Déjà, il y a un travail qui s'est fait au niveau de 2 ministères, Affaires foncières et ITPR, pour évaluer, n'est-ce pas, donc l'expropriation pour cause d'utilité publique est une mesure gouvernementale qui s'applique à tout moment, partout et dans tous les pays. Selon des sources de la Banque mondiale, les indemnités pourraient s'élever autour de 6 millions de dollars. Ceci éviterait l'expérience du passé des personnes délocalisées pour cause d'utilité publique, mais abandonnées par la suite à leur triste sort. Mais le gouvernement de la République qui tient à ce projet en tant que pôle de croissance économique ne tombera pas dans ce piège pour mériter la crédibilité auprès de la Banque mondiale. Les ministères transversaux dans la réalisation de ce projet devraient jouer chacun sa partition pour que l'industrialisation de la République démocratique du Congo conduise à son émergence à l'horizon 2030, comme voulu par le chef de l'État et président de la République. S'imprégner des conditions de travail des exploitants artisanaux, conformément aux recommandations du tout récent forum sur les mines tenu à Lubumbashi, a été l'objet d'une visite d'inspection que vient d'effectuer le ministre provincial du Katanga en charge des mines, Mumbagama à Likasi. Il est au micro de Marcel Moubenga. Oui, que le code a permis aux artisanaux de faire leur travail, on ne voit pas un changement. On a visé la création d'une classe moyenne, mais la classe moyenne ne parvient pas à se constituer. Les artisanaux sont toujours malheureux, exploités par ceux qui reprennent le minerai et vivent dans des conditions les moins enviables, et même les conditions de travail n'ont pas beaucoup évolué. Alors on veut aussi faire évoluer l'exploitation artisanale au même moment que nous faisons évoluer l'exploitation industrielle. Et là, il faut de nouvelles méthodes de travail, l'exploitation artisanale, de nouvelles orientations pour que les conditions changent. Vous aurez remarqué par exemple qu'en termes d'exploitation, la poursuite de faire des petits trous expose chaque jour les exploitants artisanaux parce que les éboulements pendant la saison des pluies entraînent des morts. Et comme ils travaillent dans des petits trous, ils sont presque moins habillés, pour ne pas dire qu'ils sont presque nus quand ils travaillent. Tout ça, c'est des conditions qu'il faut pour que ça change. Et il en est de même pour ce qui concerne la commercialisation. Les exploitants artisanaux se plaignent du fait que le prix est toujours truqué. La teneur des minerais qu'ils présentent est truquée. Et parfois même les quantités, les balances sont truquées. Et donc finalement, ils sont les plus grands perdants. Et tout cela parce qu'il n'y a pas de labos ou des appareils de contre-vérification. Le cadastre minier et la DGRAD informent les titulaires des droits miniers et des carrières que les notes de débit et de perception relatives aux droits superficiaires annuaires par carré pour l'exercice en cours sont disponibles au guichet du CAMI situé au croisement des avenues Paulo Maurice et Kassavubu. Par conséquent, il les invite à venir les retirer en vue de procéder au paiement des dits droits au plus tard le 31 mars 2013, conformément aux dispositions de l'article 182
98 du Code minier. Il tient de rappeler que tous les paiements s'effectueront dorénavant à la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC, au numéro de compte repris sur la note des débits et que les frais bancaires sont à la charge de l'assujetti. Ce communiqué est signé Joséphine Swalehe Nzawa, directrice générale de la DGRAD, et Joséphine Amissi Matongo, directeur général adjoint pour le compte du CAMI. La relève académique dans les universités congolaises pose problème. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Bonaventure Tchelo, a abordé cette question au cours d'une conférence de débat organisée à l'université de Kinshasa. Grâce Moros. Plusieurs sous-thèmes ont été évoqués par différents orateurs, notamment l'état des lieux de l'université de Kinshasa, la problématique des frais académiques pour la défense des thèses, la problématique de l'organisation et la coordination du troisième cycle et tant d'autres. Pour le recteur de l'université de Kinshasa, le pays a besoin de nouvelles unités pour préparer la relève académique. Le professeur Labana s'est aussi félicité sur la matière parce que l'UNIKIN a jusqu'à aujourd'hui sorti 700 professeurs sur 1300 en RDC. À leur tour, les représentants du corps scientifique de l'association des professeurs de l'UNIKIN et le représentant des anciens de l'Ovanium ont décrit des difficultés dans le domaine de l'enseignement. Il s'agit de l'évaluation des diffusions du savoir pour le développement de la RDC, mettre le temps pour la résolution des problèmes de la société et surtout sur le volet de l'éducation. En termes de solutions, les orateurs proposent le paiement des bourses d'études pour la formation des corps scientifiques, la réhabilitation des homes des étudiants dans toutes les institutions supérieures et universitaires du pays. Prenant la parole à son tour, le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, Bonaventure Tchelo, a émis le vœu de voir les professeurs assumer pleinement leurs tâches et s'engager résolument dans la relance du niveau des étudiants. L'orateur a insisté sur la nécessité d'une tête bien faite au détriment d'une tête pleine pour que rayonne à jamais l'image des marques de nos universités et institutions supérieures. L'Université protestante au Congo UPC va bientôt dispenser un enseignement de haut niveau en management en collaboration avec l'université allemande Frankfurt School of Finance and Management. Le lancement de ce programme a eu lieu le samedi dernier à l'UPC. Fabrice Wanzeng Djokodi Kosama. Le programme exécutif MBA qui va dispenser l'université protestante au Congo ouvrira certainement aux bénéficiaires plusieurs opportunités d'emploi stables et sûres. Il permettra de renforcer les compétences de gestion et développer les qualités pour exercer le rôle de leader au sein des entreprises et institutions tant publiques que privées. Les professeurs viendront de l'université allemande de Frankfurt School of Finance and Management et de l'université protestante au Congo. Le recteur de l'UPC, Monseigneur professeur Dr Daniel Ngoïbolia, a justifié ce choix par le besoin pressant des entreprises des compétences qui sortent des universités. Il a aussi ajouté que ce programme de master en management d'une durée d'une année va renforcer la coopération au niveau universitaire entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Cela va se concrétiser également avec les échanges de professeurs allemands et congolais experts en la matière. Pour donner le goût, le président de la Frankfurt School of Finance and Management, le professeur Dr Udo Stephens, a fait un exposé démonstratif du management sur le secret du succès allemand en cette matière. Il a pour cela cité quelques entreprises allemandes qui ont excellé dans leur gestion, notamment Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen et Audi. Pour lui, la RDC a également des atouts pour arriver au standard international avec des diplômes reconnus mondialement. De son côté, l'ambassadeur allemand en RDC a confirmé le partenariat qui existe déjà entre la RDC et son pays. Pour Mme Thérèse Olenga, ministre provinciale de l'Éducation et représentante du gouverneur de la ville de Kinshasa, cette formation est une sève de plus à la vision du chef de l'État, celle de la révolution de la modernité, gage de la reconstruction et de la refondation de la RDC. Le vent qui a soufflé hier samedi soir pendant la pluie
a déraciné un grand arbre sur l'avenue Batetela vers le Grand Hôtel Kinshasa, barrant ainsi la route à des véhicules. Informé de la situation, l'autorité urbaine a dépêché une équipe technique mobile pour dégager la voie, une vitesse d'intervention saluée par bon nombre de personnes. Encore une fois, Fabrice Wanzege-Jokuliko-Sama. C'est la saison des pluies. L'on observe souvent aussi des vents violents, tel celui qui a déraciné cet arbre sur l'avenue Batetela. La chute de l'arbre a provoqué plusieurs dégâts. Venu constater sur place, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbutayango, a dépêché une équipe technique qui a travaillé nuitamment pour dégager la route. Les explications avec M. Belade, directeur de cabinet du ministre provincial de l'Environnement. Évalué, il a inspecté et il a donné des instructions claires pour qu'aujourd'hui, dans les 30 minutes, que la route soit praticable. Il y a le poteau d'électricité et il y a le point de standard. Le ministre de l'énergie provinciale est ici avec l'équipe de la SNEF et il y a aussi l'équipe de standard. Il y a également l'équipe technique de la société téléphonique Standard qui est descendue pour réparer les dégâts causés sur ces câbles. Nous avons ici, tel que vous voyez, il y a 2 poteaux que nous sommes en train d'implanter, de remplacer parce qu'il y a les 2 poteaux accidentés. Et les câbles qui sont par terre, on ne connaît pas encore quels sont les abonnés ou soit les sites qui ont des chocs. La suite, c'est peut-être pour demain matin. La chute de ces gros arbres pose le problème des arbres qui ont vieilli et que l'on doit normalement élaguer sur le voie publique. Ce n'est pas que la ville n'avait pas prévu. Au niveau de la ville, il y a un rapport qui avait été fait, un rapport évaluatif des arbres à problème. C'est prévu. Vous voyez, quand on arrive au moment des intempéries, il y a des arbres avec le coup du vent, les arbres tombent. Et voilà, fin de cette édition d'actualité. Merci d'avoir été de nôtres. Ce journal a été réalisé par Rodin Panda et William Dissesh Moussafiri. Patrick Michel Moukouy était avec nous à la rédaction. Demain 7h à Gatmakila. Le journal de ce soir a été une édition de Benjamin Kabwangabuka Sachinay sous la direction de Guillaume Koukouma Pandi. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, quant à moi, je vous retrouve le dimanche prochain et samedi également à 23h. Merci encore une fois.